Je m'appelle Abdourahmane Beng, je suis journaliste, formateur en journalisme communication et je suis également critique littéraire à la RFI. Alors, je m'en vais brièvement, avec votre permission, présenter un peu les panélistes. Brièvement, après eux-mêmes, quand ils viendront nous rejoindre, ils auront l'occasion de se présenter. Et donc, vous m'avez chargé de vous amener des personnalités critiques. Alors, pour échanger avec vous sur ce que vous avez écrit, y compris moi-même, puisque j'aurai mon mot et mes questions. Alors, ils sont au nombre de 4 ou 5, si le compte est bon, 5. Donc, il y a M. Zalé, Casimir Délivrance, qui est angliciste, enseignant vacataire au département des études anglophones à l'ICAD. Il intervient également dans des questions de projets de développement. Il est également traducteur. Dr Moustapha Diop, qui est Moustapha Ndiaye, qui est sociologue, enseignant-chercheur, qui est également spécialisé dans les questions de développement et de communication. Mon confrère Abdoulaye Mbow, qui est journaliste, analyste politique, rédacteur en chef des médias, entre autres. Alors, il y a également mon confrère ami Nafissat. Je suis sous la fiche de Nafissat Ouad. Et si je dois lire tout ça, on va prendre du temps. Mais je vais quand même dire quelques Nafissat Ouad, Madame Nafissat Ouad, qui est donc citoyenne sénégalaise, aménagiste, urbaniste de formation. C'est une femme engagée qui combat pour l'égalité des genres depuis plusieurs années et qui est également fondatrice ou présidente de l'association Mon Sénégal à moi. Je pense qu'elle aura beaucoup à dire par rapport à cet ouvrage qui est un appel à un engagement citoyen au domaine dans lequel il évolue. Et nous avons également Baye Makabessar, qui est un confrère, un ami, il est sociologue de formation, journaliste également, et il est actuellement conseiller en communication au ministère de l'élevage et des productions animales. Donc tout de suite, sans plus tarder, nous allons honneur aux dames. Je lui disais tout à l'heure, est-ce que vous voulez qu'on commence par vous? On va accueillir Madame Nafissat Ouad pour la première question des panélistes. Donc, Madame Nafissat Ouad. Merci beaucoup. Professeur Benga, Monsieur Lansana Sakho, DG de l'ONAS, Monsieur le professeur Amadou Diop, neurologue, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur Touré, chers membres du G8, merci aussi à Monsieur Meng de m'avoir invité sur ce panel. Merci aussi à Monsieur Diallo de m'avoir invité aujourd'hui. C'est tout un plaisir aujourd'hui d'être là, devant ce parterre de personnalités. Je vous salue en vos noms, rang, grade et qualité. Assalamu alaikum. D'abord, je voulais toujours, quand je suis dans une assistance, je regarde bien si les dames sont très bien représentées, est-ce qu'elles sont présentes, efficaces et efficientes. Et dans le G8, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait deux dames, deux excellentes dames, mais qui ont eu à écrire et à bien écrire. Mais surtout, et je n'ai pas été choquée, parce que je pense que pendant tous ces jours, on a eu à me voir ou à m'entendre parler de la citoyenneté, mais surtout parler des valeurs morales, religieuses et surtout républicaines. C'est à cet honneur aujourd'hui aussi quand je vois M. Diallo qui parlait de l'an 2000 en disant qu'il pensait que c'était l'année des valeurs républicaines. Je m'interroge aujourd'hui en me disant l'an 2000 est passé. Nous irons vers 2019, Inch'Allah Rabbi. Et je pense que nous pourrions ensemble décréter l'année 19, pas une année sociale seulement, mais ce sera une année de valeurs républicaines et de nos valeurs à nous, de nos croyances à nous, mais surtout une année pour une citoyenneté active pour le changement réel dont a besoin de ce Sénégal-là. Tout à l'heure, on m'a présenté en disant l'ancienne candidate à la candidature. Je préfère maintenant me replier sur ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire comme vous les jeunes, et j'ai confiance en cette jeunesse sénégalaise-là. Cette jeune-là
qui pensent qu'aujourd'hui ils ont leur mot à dire, mais surtout ils doivent être dans l'action à travers le G8. Vous avez pu écrire, je sais ce que c'est écrire parce que j'aime bien écrire, et quand j'ai mal, et quand j'ai très mal, comme en ce moment, j'écris beaucoup, je ne dors plus. J'aime m'exprimer par l'expression orale, très rarement. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Sénégalais n'ont pas pu me connaître, mais j'aime m'exprimer à travers l'écriture. Vous avez dû prendre des nuits blanches, vous avez dû prendre entre deux cafés écrire, mais surtout, peut-être et sûrement, en faisant le bain ou en faisant la cuisine, en train de réfléchir. Mais surtout, vous avez dû, en traversant les rues de Dakar, en traversant le pays du Sénégal ou à l'entrée de ces pays-là, penser à la citoyenneté et surtout à l'environnement et au cadre de vie. Et ce qui m'amène en réalité à dire que réellement, le changement dont nous avons besoin nous appartient tous. Le changement que vous avez décrit à travers Ndiakhas. Ndiakhas, c'est sénégalais. Et j'étais aussi très fière dans votre livre d'entendre le mot Ndiakhas. Parce que Ndiakhas aujourd'hui, celui qui est dans le fin fond du Sénégal pour comprendre ce que vous avez envie de dire. Quand on parle de cocktail citoyen, il faut apprendre la langue française pour comprendre. Mais quand on parle de Ndiakhas, ñëpp xam nañu lan la ñuy wax. Donc le Ndiakhas citoyen, oui, mais surtout un changement positif des comportements. C'est le comportement aujourd'hui qui fait que nous perdons notre citoyenneté. Mais c'est le comportement aujourd'hui qui fait que nous perdons notre cadre de vie, qui fait que, en fait, l'environnement n'est pas pris en charge dans ce monde de demain-là, surtout où nous avons ce qui va venir, toutes ces ressources-là. C'est aux Sénégalais, c'est à vous jeunes, mais c'est surtout aux femmes qu'appartient le véritable changement. C'est-à-dire quand on parle de changement de comportement, c'est l'éducation, c'est inculquer et c'est les femmes qui donnent, qui inculquent. Donc aujourd'hui, je suis ravie de voir justement à travers Ndiakhas, dans le G8, il y a des jeunes qui ont encore envie et enfin qui montrent un patriotisme excessif dans ce pays-là, qui ont envie que le Sénégal aille de l'avant. Et je retiens un seul mot avant de dire quoi que ce soit. Quand quelqu'un disait dans son paragraphe, travailler pour l'intérêt suprême de la nation. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Je ne suis certes plus candidate, mais je suis actrice du développement. Et les femmes travaillent pour les valeurs. Nous invitons en fait toutes les femmes sénégalaises à l'homme qui sera là demain, le 24 février 2019, à justement se baser sur les valeurs que nous incarnons nous en tant que femmes. Je suis ravie encore une fois de voir Mamnoné et Djainaba, mais de voir aussi les hommes. Nous ne pouvons pas partir sans les hommes. Et ils ont été d'un niveau de citoyenneté inébranlable, mais ils ont osé. Il faut oser dans la vie, nous avons osé. Vous aussi, vous avez osé pointer du doigt, mettre le doigt là où il fait mal. Go, pour des fêtes dans le rose. Bon, ça. Et après, il faut donner des solutions. Les solutions, c'est les questions que vous êtes posées et auxquelles nous devons aussi répondre. Ce sont les questions qui interpellent tous les Sénégalais et chaque Sénégalais doit avoir un bon lumière. Qu'est-ce qui se passe pour que nous ne puissions pas aller de l'avant de la citoyenneté? Qu'est-ce qui se passe pour que le Sénégal soit dans un monde mondialisé et qu'on puisse se dire, nous devons être les premiers. Vous avez fait des réflexions, vous avez écrit, mais j'ai envie aussi de vous demander, vous êtes aussi dans l'action. Est-ce que vous serez dans l'action politique tout en restant citoyen? Parce que Diallo aime dire toujours que la vraie alternance, c'est l'alternative crédible citoyenne. J'aurais aimé vous voir aussi en tant que G8, qu'on puisse se dire le changement du Sénégal s'est fait véritablement avec le G8, avec des hommes, avec ces femmes qui ne sont pas dans les partis politiques, avec ces hommes et ces femmes qui osent parler du Sénégal et qui le voient en grand, avec ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui sont là, mais demain sont acteurs et actrices du développement. Oui, vous l'avez déjà fait dans vos livres, vous l'avez fait en le couchant avec des verbes et avec les mots qu'il fallait justement, et avec les phrases qu'il fallait, les questionnements et les étonnements. Et aujourd'hui, êtes-vous prêts en tant que G8 à être sur le terrain de l'action? Il y en a un qui disait oui, il ne faut pas subir, il faut que nous soyons acteurs. Je l'ai vu dans le livre. Est-ce que tous, en tant que G8, êtes-vous prêts justement à être sur ce terrain-là pour l'intérêt du Sénégal et rien que pour le Sénégal? Donc je vous remercie.
Et alors, il me disait, il faut continuer la présentation, ce n'était pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour notre personne. Nous sommes là pour le Sénégal, c'est pour ces raisons que je suis là. Tout simplement, je vais par contre parler de mon Sénégal à moi, pour dire que cette association qui travaille sur un changement positif de comportement, même comme, oui, nous allons aussi travailler. Je vous remercie. Et la question reste, il faut peut-être aussi répondre. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, vous allez... C'est quoi la formule? Vous allez répondre directement? On a assisté à un plaidoyer. Merci. Je suis venu sur le terrain pour rencontrer le président de l'ONG et de remercier également le panel d'intervenants qui est là. Et je voulais remercier aussi particulièrement Mme Nafissatou. Je crois que désormais on retient que vous êtes du G8. Vous êtes du G8 parce que nous avons senti dans votre discours l'engagement que nous avons. Et quand vous vibriez, nous vibrions avec vous. Et ça montre encore une fois que je n'ai pas besoin de vous dire. On s'est compris. Moustapha Ndiaye, donc il va... docteur Moustapha Ndiaye, donc, qui est sociologue, enseignant et qui s'intéresse aux questions de développement. Donc, merci. Alors, je vous remercie. Bien vrai que vous vous êtes trompé en m'attribuant un nom qui n'est pas le mien et qui ne saurait être le mien d'ailleurs. Donc, une petite pique que je donne à mes frères et compatriotes qui ont pour nom Diop. Alors, je suis très honoré, aussi honoré que Eliman Abikan, donc de participer à cet échange-là. C'est un honneur aussi d'avoir été choisi pour partager le ressenti de la lecture que j'ai eue de ce texte-là. Alors, la première chose à dire, c'est sur la forme d'ailleurs, on en avait échangé. Et le terme G8, je ne l'avais pas bien remarqué, et qui est symptomatique de l'ambition et du pari que ces jeunes se sont fixés, c'est-à-dire d'être aussi influents que le G8 que nous connaissons, tout en restant aussi social et solidaire, donc face aux défis qui les interpellent. D'où la notion de Sendiaris. Comme vous le voyez bien, donc mon intervention va être dans la même lignée que ce cocktail. Donc je vais cocktailiser mon intervention en faisant un peu de Ndiakhas. Je ne serai pas forcément dans le questionnement, mais je vais essayer de voir en quoi ce livre-là m'interpelle, en quoi les textes qui ont été écrits suscitent en moi un questionnement. Alors je dis d'abord qu'il y a la notion de l'EC, c'est des jeunes qui ont choisi, on l'a dit à l'entente des propos de Eliman Khan, chaque génération doit assumer donc les enjeux de son temps. Et ces jeunes en écrivant donc donnent un legs et choisissent d'être immortels. Être immortel, c'est quoi? C'est poser un débat qui va survivre à sa personne. Et c'est tout le mérite que ces jeunes-là ont, c'est de poser des débats de notre temps dans un contexte que nous connaissons. On est 2019, le Sénégal ne va pas s'arrêter en 2019, mais il y a des enjeux énormes qui dépassent donc la politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Sénégal sera face aux enjeux économiques, aux enjeux liés aux ressources dans ce contexte mondial. Alors ces jeunes-là ont choisi de poser le débat et de poser les vraies questions, et donc ils ont choisi la postérité. La jeunesse, comme vous le savez, occupe une place importante, et cette jeunesse-là a subi de plein fouet, et leur description, en tout cas leur diagnostic de la réalité du pays le montre. Cette jeunesse-là a le plus souffert des échecs politiques depuis les ajustements structurels, depuis les indépendances, la dévaluation, et cette jeunesse qui est confrontée, et ce qui frappe le plus, et ça se voit dans le texte qui a été écrit, on est en face d'une jeunesse qui est désespérée. Il y a une désespérance, et rien que les bateaux de fortune que les jeunes prennent pour prendre la mer est symptomatique de cette désespérance. Et là où le plus grand échec de notre temps, en tout cas de notre société sénégalaise en mon sens, c'est d'avoir suscité la désespérance. Et l'alternative sera justement de susciter l'espoir. On a beau avoir toutes les ressources du monde, mais quand on est en face de forces motrices qui sont désespérées, il n'y a aucune possibilité d'être optimiste. Or, l'enjeu qui se pose actuellement aux élites politiques intellectuelles, c'est de recréer l'espoir, de recréer l'espérance, j'allais dire. Et donc, dans ce texte-là, en parlant des jeunes, en parlant de la situation de la jeunesse,
qui constituent l'écrasante majorité de la population, je pense que c'est un pari qui a été réussi par ceux qui ont écrit ce livre-là. Ok. Alors, l'Afrique, le Sénégal est à l'intersection des chemins. Comme vous le savez, au moment où les ressources se sont taries un peu partout dans le monde, nous voyons en Afrique, au Sénégal particulièrement, des ressources inexploitées, des vastes étendues de terre qui ne demandent qu'à être exploitées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal, l'Afrique est devenue, en tout cas, attractif, même si on ne le dit pas. Il suffit de se promener dans la rue pour voir le nombre de personnes venant d'Amérique, venant d'Europe, pour essayer de trouver le chemin au Sénégal, en Afrique, au moment où nos jeunes choisissent de partir. Ce qui montre que le Sénégal, l'Afrique constitue en tout cas l'intersection. Et comme j'aime à le dire, au début était l'Afrique et demain sera l'Afrique. Le futur est en train de se dessiner en Afrique devant nos yeux et ce sera à nous, surtout les jeunes, de choisir soit d'être des spectateurs passifs ou bien des acteurs de ce changement-là ou de cette carte du monde qui est en train de se redessiner devant nous. Alors, ce qui nous pose la question fondamentale, avec quelle jeunesse ça se fera? Si les jeunes choisissent de s'extravertir, si les jeunes choisissent de trouver l'espérance ailleurs, avec quelle jeunesse? Et c'est une question que je me pose et que je pose à mes jeunes compatriotes qui ont pris le risque d'écrire. Avec quelle jeunesse, donc, cet avenir, cette carte du monde qui est en train de se dessiner se fera? Avec quelle jeunesse africaine ou sénégalaise, bien entendu? Alors, c'est un texte d'introspection. C'est un texte d'introspection en ce sens que ces jeunes ont choisi de décrire, de parler d'une situation qu'ils vivent, soit directement ou indirectement. Donc c'est une introspection, on choisit de se poser des questions. Et pour moi, c'est le début de la solution. Quand on commence à se poser des questions, on commence à prendre les choses dans leur complexité, en essayant de comprendre que la réalité n'est pas une donnée en soi. Et il faut aller vers cette réalité, l'interroger de l'intérieur. Et en se posant des questions, et en se posant les bonnes questions, on commence à trouver le chemin pour les solutions. Et en se posant donc ces questions-là, cette introspection qui a été faite par mes jeunes frères, je pense, constitue le début peut-être de solution. Alors, en se posant donc la question sur le vécu des Sénégalais, sur la société sénégalaise, le constat aberrant qui se fait sentir, et d'ailleurs Bachir en avait parlé, c'est en fait une société malade. La société sénégalaise est une société qui est malade. Et au-delà des potins qui sont racontés, qui ne font que ressortir les symptômes de cette maladie-là, il suffit simplement de se promener pour voir que notre société est malade. Tout est sens dessous. Et donc, la misère sociale qui se fait voir dans cette société malade, dont les symptômes sont le mal-être, on en a beaucoup parlé, le manque d'estime de soi, le désamour, et pour mieux l'étayer, je vais utiliser un texte donc, qui est très proche des préoccupations des jeunes. J'ai bien aimé ce texte-là qui a été écrit en 1998 par un groupe de rappeurs, le groupe d'Aradi, bien entendu, la chanson Bekor. Et dans cette chanson Bekor, à un moment donné, Ndongodi disait Khalad Yangi Bekor, donc cette misère économique est consubstantielle à une misère intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une faiblesse de culture d'élite et qui transparaît d'ailleurs dans l'art. Une de nos compatriotes qui a écrit en a parlé en essayant de décrire la situation de l'artiste. L'artiste qui est aujourd'hui, qui tente en tout cas dans son esprit, dans cette volonté, soit de créer, et dans cette volonté de survivre. Et on est dans une société qui, dans son évolution, a tué la créativité et a beaucoup plus produit un certain artisanat que l'art. Donc la question du désamour, la question du mal-être, la question de manque d'estime de nous-mêmes transparaît dans ce qui a été écrit ici. Et cela nous renvoie encore à ce que je disais tout à l'heure, avec quelle jeunesse, avec quels citoyens, donc on va bâtir le futur. Il est sûr que ce n'est pas avec des citoyens, avec une jeunesse qui a perdu cet amour de soi-même et qui s'est extraverti, qui trouve les valeurs symboliques pour donner une réponse à sa vie de tous les jours à l'extérieur et non dans son contexte. Je m'efforcerai de ne pas être trop long
quand je lis un livre, ça me renvoie beaucoup de questions par rapport à mon existence. Donc je vais essayer d'être le plus succinct possible, même si ce n'est pas ma plus grande qualité. Et justement, l'alternative, une des solutions est trouvée dans ce que le Sénégal regorge comme potentiel, c'est-à-dire l'attractivité. Qu'est-ce qui fait l'attractivité du Sénégal? Les découvertes des mines et autres sont assez récentes, mais ce qui a toujours fait la force du Sénégal, c'est son unité nationale et c'est un ensemble de valeurs qui fait de ce pays-là son attractivité. On a toujours parlé de l'exception sénégalaise. Le multiculturalisme qui est vécu, la diversité des langues, la diversité des religions, où les gens peuvent d'une maison à l'autre changer de valeurs religieuses, changer donc de symboles, tout en consolidant leur intégrité, tout en consolidant donc leur valeur intrinsèque. C'est une des valeurs du Sénégal. Donc la force du Sénégal, l'attractivité du Sénégal à travers la diplomatie donc peut être une solution par rapport à la situation que nous vivons. Et donc, je dirais de ce point de vue, nous disposons de dotations factorielles multiples, et dans ces dotations factorielles, donc, il y a les valeurs, donc, ce qu'on peut appeler l'exception sénégalaise, qui constitue donc une force attractive par laquelle le Sénégal doit jouer. Et cela me renvoie à une deuxième question. On parle de la force de la diplomatie, mais quelle politique diplomatique et quel profil de la représentation diplomatique? Et dans ce texte, je pense, l'auteur essaie même de mettre en exergue ce questionnement. Est-ce que le Sénégal est bien représenté? Est-ce que dans le choix du profil, nous faisons les bons choix? Je vais appeler les Jaël ou les Diobé. Une question, une dernière question? Oui, peut-être une dernière question. Essayez de faire bref. Alors, oui, juste une dernière question. Juste une dernière question alors. Alors, juste une dernière question, je vais choisir pour tout hasard. Alors, donc, c'est une question qui se rapporte à la jeunesse. Ok? Donc, nous savons que l'avenir du Sénégal, l'avenir de cette humanité, l'avenir de l'Afrique se fera par les jeunes. Et la question que je me pose, et qui me permet un peu, soit d'être dans une posture pessimiste ou optimiste, c'est quelle alternative venant des jeunes est possible quand on sait que cette jeunesse sénégalaise, quand on se promène un peu dans les quartiers, vit une situation dramatique liée à un déficit d'éducation, liée à une faible prise en compte donc, de son vécu dans les politiques publiques. Et donc, quelle alternative les jeunes peuvent-ils proposer et comment les jeunes peuvent non plus devenir donc, des victimes des différentes politiques qui ont été menées et d'être dans une situation d'acteur et proposer des alternatives. J'espère que ma question est un peu structurée parce que vous un peu pris au dépôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Moustapha Ndiaye, sociologue, donc, alors, qui manifeste ainsi à travers ses questionnements et surtout sa contribution pour l'intérêt, en tout cas, que le livre a suscité chez lui. Alors, il a soulevé plusieurs questions, je ne vais pas revenir là-dessus pour ne pas perdre beaucoup de temps. Vous allez essayer de répondre directement avant qu'on passe au prochain intervenant. Parce que, à la première question, quelle jeunesse, à quelle jeunesse on s'adresse, je pense que l'une des premières pages de l'ouvrage nous en montre à suffisance à quelle jeunesse on s'adresse, parce qu'on dit que l'expression « l'avenir appartient à la jeunesse », elle est incomplète, mais il faut y mettre une jeunesse. Donc c'est cette conscience qu'on doit susciter de la jeunesse pour pouvoir être impulsé au rouleau compresseur de changement. Par contre, là où il me pose difficulté, c'est la question quelle alternative va proposer la jeunesse. Je pense que Eliman dans sa présentation, nous a montré que l'objectif de cet ouvrage, c'est un plaidoyer en faveur, qui milite en faveur de l'engagement citoyen des jeunes, pour taper du poing sur la table, pour dire hey, nous sommes là, prenez-nous en compte.
aidez-nous à être mieux éduqués, aidez-nous à avoir une formation adaptée, etc. Et c'est cette jeunesse-là qui, chemin faisant, va pouvoir maintenant grandir et réellement proposer une alternative. Mais au Sénégal, je pense qu'on n'en est pas encore là. On en est à prenez en compte les problématiques et les enjeux qui se posent à la jeunesse et aidez-les à mieux grandir. Je pense que c'est là où nous en sommes actuellement. Si. Je pense qu'au Sénégal, on parle trop souvent de jeunes. Le fait social, on ne peut pas l'analyser de manière cloisonnée. C'est un total, c'est un tout. On ne peut pas dire que les vieux sont là, mais les vieux, c'est eux qui payent l'éducation des enfants. C'est un tout. On ne peut pas analyser les choses de manière vraiment cloisonnée. Mais j'aimerais surtout revenir sur ce qu'a dit Madame... Bonjour. Sur ce qu'a dit Madame Wade, à propos du livre, nous sommes déjà dans l'action. Parce que moi, dans mon approche, dans notre approche, et je crois que c'est la même chose pour les autres, écrire, c'est agir chez nous. Quand tu écris, tu agis. Toutes les idéologies politiques ont été couchées quelque part pour qu'il y ait ce processus de transmission. On a eu écho de ce qui se faisait au XVIIIe, XXe siècle, toutes les idéologies qui se sont développées grâce à l'écrit. Donc écrire pour moi, c'est une autre forme d'action. Merci. Réfléchir ensemble. Alors je voudrais appeler M. Waliba, que je cherchais depuis, au panel pour qu'il vienne nous faire part de son intervention. L'honorable professeur Waliba. Merci. Je vous remercie, Abdourahmane. Je suis vraiment honoré de devoir prendre la parole, mais je dis très clairement que le seul texte de l'ouvrage que j'ai lu, c'est celui de Mame Ngoné Faye. Et je voudrais revenir un peu sur l'origine de nos relations qui sont fondamentalement amicales. Tu m'as vraiment pris au dépourvu parce que je m'étais préparé à prendre la parole, mais pas dans ces conditions et à cette heure. Mais bon, bref, il n'y a pas de souci. On a quand même appris un peu à improviser. Alors cela dit, je voudrais parler, parce que je n'ai pas lu les autres textes, mais déjà, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, le titre de l'ouvrage, c'est un titre enchanteur, qui est rempli de symboles. On pourrait y réfléchir dans le cadre d'une herméneutique. Mais je crois que ce n'est ni le lieu ni l'heure. Nous allons le faire de manière écrite. Et ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que Mame Ngoné, il paraîtrait que justement son prêtre charmant l'a dit quelque part à mon insu derrière moi. Il a rappelé au cours d'une cérémonie que c'est moi-même qui avais écrit dans notre journal Expression littéraire qu'avec Mame Ngoné, avec son premier recueil de poèmes, nous tenons vraiment une étoile filante. Et ça, c'est la vérité. Mame Ngoné est entré dans la littérature sénégalaise par la poésie. Et donc, nous qui nous exerçons à faire de la critique littéraire, quand pour la première fois, ouais. Ah, ok, d'accord. Quand pour la première fois, donc, on a eu l'occasion de découvrir son premier recueil de poèmes qui est publié, je crois, dans les années 2010-2011, à l'époque où l'Harmattan venait d'ouvrir ses portes, on a été fondamentalement enchanté, ébloui et séduit par la qualité d'écriture de cette jeune femme qui maîtrisait le français de façon vraiment, disons, flaubertienne. Parce que Flaubert, pour ceux qui connaissent un peu la littérature française, c'est vraiment un fou du style. Quelqu'un qui a une parfaite maîtrise de la langue et qui accorde une importance capitale au style. Alors, cela dit, Mame Ngoné, justement, s'est investi dans beaucoup de secteurs culturels et littéraires. Je ne rappellerai pas les autres recueils de poèmes qu'elle a produits. Je ne parlerai pas justement des pièces de théâtre qu'elle a tenté d'écrire et qu'elle n'a pas fini certainement. Je ne parlerai pas de son investissement dans le slam. Tout cela, il y a beaucoup de gens ici qui ne le savent pas. Donc Mame Ngoné, c'est vraiment une femme multidimensionnelle. Mais ce que je retiens surtout d'elle,
c'est son amour de la langue. Il y a un grand critique littéraire que vous connaissez sans doute, Roland Barthes. Il parlait, n'est-ce pas, du plaisir du texte. Et Mame Ngoné, en lisant Mame Ngoné, à travers sa poésie, à travers sa critique littéraire, parce que justement, elle a revêtu la tunique de la critique littéraire ces derniers temps. Et c'est vraiment un plaisir, un régal de l'esprit et des sens que d'écouter Mame Ngoné parler des autres textes, n'est-ce pas, des autres auteurs qui sont publiés à l'Harmattan. Donc, dans toutes les formes d'écriture, Mame Ngoné excelle. C'est vraiment une plume ardente, étincelante, une plume étoilée. Et ça, nous devons le saluer. Nous devons être fiers de tenir en Mame Ngoné une femme qui comprend encore aujourd'hui, en ce Sénégal du XXIe siècle, que la langue, le discours, c'est encore quelque chose de très important et il faut y accorder du prix. Donc je voudrais justement que vous applaudissiez Mame Ngoné pour voilà. Alors cela dit, je vais rapidement, parce que les prises de parole sont nombreuses, il y a beaucoup qui devront passer après moi. Je voudrais rapidement parler de son texte, la nouvelle, n'est-ce pas, qu'elle a publiée dans ce Yakhas citoyen. Elle a préféré faire une nouvelle. Je voudrais tout simplement, en tant que professeur de lettres, rappeler que nous avons une obligation culturelle et intellectuelle aujourd'hui d'aller vers la nouvelle. Les romans fleuves, genre Marcel Pagnol ou bien Jules Romain, ça c'est passé de mode. Parce que nous sommes dans une époque frénétique. Tout va très vite. Et la nouvelle, c'est l'accélération, c'est la cadence, c'est le va-vite. Et nous avons besoin de lire des textes, de consommer des textes de façon très rapide, en un temps record, de retenir la substantifique moelle et de passer à autre chose. Et donc, il a préféré justement passer par la nouvelle pour dire ce qu'elle avait à dire par rapport à cette question fondamentale. Et cette nouvelle-là, c'est vraiment une nouvelle qui a une dimension métaphorique extraordinaire. Pour résumer, on peut dire que ce qu'il a voulu dire à travers plusieurs types de métaphores, c'est que le pays dans lequel nous évoluons, ou bien en tout cas le pays qu'elle a imaginé et qu'elle n'a pas nommé, c'est presque un cimetière, n'est-ce pas, de liberté. Et elle a choisi la métaphore de l'artiste. Elle a choisi la métaphore, n'est-ce pas, du despote. Parce que justement, de quoi il est question? Il est question du peuple à qui on a donné l'opium et qui refuse de réfléchir pour et par lui-même. Donc l'artiste essaye de sortir justement ce peuple-là de l'ornière des abysses. Mais apparemment, c'est vraiment une épreuve qui n'est pas très facile. C'est un défi que l'artiste se lance. Et donc tout commence sur la place publique. L'artiste vient pour éclairer le peuple. Ça nous fait penser à l'époque, le siècle des Lumières. Justement, cet artiste-là, qui est au cœur du récit, n'est-ce pas, de cette page dans cette nouvelle-là, cet artiste-là a tout l'air de quelqu'un qui est éclairé et qui vient pour jeter la lumière sur le peuple endormi qui est dans la caverne. Vous pensez à quelqu'un, c'est Platon naturellement. Donc c'est vraiment le mythe de la caverne qui a été réécrit, réadapté avec la plume d'une femme qui est au cœur d'une société malade, pour parler comme quelqu'un tout à l'heure. Alors donc, mais l'artiste n'a pas, n'est-ce pas, une tâche facile. Et à la limite, à la fin, n'est-ce pas, de la nouvelle, on se rend compte que cet artiste-là, éclairé et qui veut éclairer les autres, et qui se dispute, n'est-ce pas, la conscience du peuple avec le despote, finalement il perd la manche. Il échoue parce que tout simplement l'autre est plus fort. Et donc, c'est vraiment une tragédie de se rendre compte que l'artiste qui tient entre ses mains la lumière qui devrait éclairer le peuple, que cet artiste-là qui a tellement bien parlé, qui a tellement bien développé, n'est-ce pas, pour montrer l'autorité qu'il avait à sortir le peuple de l'ornière, il est vraiment dramatique de sentir qu'à la fin, n'est-ce pas, de cette scène, que c'est lui-même qui échoue et que c'est le despote qui finit par remporter la victoire. Il y a au cœur de tout cela aussi une femme. La figure féminine qu'elle a fabriquée me fait penser aussi à la Grande Royale, par son autorité, par la profondeur de sa parole, par le sens profond de son discours, mais aussi par son audace et par aussi sa solidarité et sa sollicitude vis-à-vis de l'artiste. Donc, je crois que l'un dans l'autre, si on
juge globalement la nouvelle qu'elle nous a présentée, on dira tout simplement que, justement, c'est la métaphore d'une tragédie africaine, d'une tragédie nationale, une tragédie qui nous montre un peu notre Afrique peuplée par une sorte de bétail populaire. Parce que justement ce peuple-là, qu'on essaie de sortir de l'ornière, ne veut pas en sortir. Et donc l'artiste aura tout fait, mais finalement, il est obligé de reconnaître que ses armes sont trop faibles par rapport à cette puissance despotique que détient, n'est-ce pas, l'homme de pouvoir. Donc vraiment, c'est un texte succulent. Je ne parlerai pas, n'est-ce pas, de la qualité du discours, parce que c'est des mots qui vont dans tous les sens. Elle puise, n'est-ce pas, au plus profond du dictionnaire. Et on a besoin de ça quelque part. C'est-à-dire, il ne faut pas aussi que les gens pensent que le discours littéraire, c'est la transparence, c'est la facilité. Ce n'est pas forcément ça. Quand vous avez choisi d'être homme ou femme de lettres, vous avez aussi l'obligation et le devoir parfois de nous étonner, comme le faisaient les grands poètes surréalistes. Et ça, vraiment, cette tâche, elle s'en acquitte avec maestria. Donc, félicitations. Nous aurons d'autres occasions pour parler avec beaucoup plus de profondeur de cette très belle nouvelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Waluba. On connaissait votre passion pour la littérature, pour les arts, de façon générale. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Alors, on va aller vite. J'ai du mal à canaliser les panélistes, je reconnais. C'est aujourd'hui. D'accord? Il est également mille autres choses, mais pour aller vite, disons que tu es slammer aujourd'hui. Et si demain vous le rencontrez dans une autre séance, pour, je ne sais pas, sous forme d'entrepreneur, de chargé de communication, qu'est-ce que tu es encore d'autre? Tu vois, c'est lui, c'est encore lui. Donc Ndongo, sous vos applaudissements. Salam alaikum. Alors, je suis là. Vous m'excuserez d'être aussi grand. J'ai pas fait exprès au fait. On n'a pas fait des calculs à ma naissance, mais c'est pas grave. Je m'appelle Amadou Ndongo, alias Chigrida Dedo, qui comprend. Merci de n'avoir rien compris. Donc je vais juste enchaîner avec un freestyle et je vous fais un texte. Un petit freestyle en Wolof. J'ai regardé plein de femmes voilées dans la salle et ça m'a inspiré un joli Sénégal. On y va, hein? Fi le Sénégal dara ñàkku fi lu la ëpp ci lu baax boo ñëwee fekk ko fi pays de la Teranga ate dëkk si amul xaj ak seen on est de la même patrie fi dëkk fu xat terewul xol yi yaatu ñu mu woyee topp ndigal Maodo Xaadim Rasul fi am na yaay faal jongoma wala baat booy ut wéeru waaye jamono sori fi ngay séntu courant day coupé teewul jëm yaa ngi leer vert jaune rouge suñu drapeau dañ ciy fier Sénégal a bëri jàpp xorom ak tuuti grève ci paradoxe lañu dëkk wante kenn du meer yàlla na fi ay raar ni cheveux naturel kër yi baalu ñu dundati keppaar lépp lu ñu fi ñaan lépp nangu jaratul xel ñaar bañ bëgg di nga nangu et puis le Sénégal naturel le second c'est un texte que j'ai intitulé Maudit. Bon, je vais le faire vite fait, après on va voir. Excusez ma voix arrogante, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir 20 copines. La vie est une belle mélodie, seulement les paroles sont embrouillées. Même si on a encore de fer, il finira un jour par se rouiller. Dans la démarche, certains sont calmes et d'autres veulent se précipiter, car ils ont envie de faire de leur vie un exercice de résumé. Le regard jeté vers l'horizon, je laisse le paysage défiler. Parfois on pleure et on regrette nos drôles de petits péchés. Certains esquivent leurs erreurs et font comme si de rien n'était. J'avais promis de la tricher et de mèche avec l'humanité. Je sais que les amitiés sont rares car les intérêts sont en tête de liste. Nos cœurs sont en manque d'amour, mais il n'y a pas de remède scientifique. L'être humain est peut-être malade et c'est vraiment pathétique de le voir sombrer dans la déchéance juste pour des intérêts égoïstes. Dans un village d'aveugles, la vérité fait loucher quelques bornes. Dans une ville de sourds, peut-on entendre des attaques à la bombe? Dans une région d'avares, les plus riches ne montrent jamais leur sang nuit. Et dans un monde où les hommes s'entretuent, on sera bientôt en déficit de tombe. Il est très difficile de relever la tête quand on tombe de si haut. Entourage et tempête, je ne fais plus confiance à la météo. Le destin nous joue de sa tour, parfois il n'est pas très réglo.
Entre échec et sale coup, c'est le courage qui fait des bobos. Aller en prison pour vol de voiture, c'est en sortir pour bonne conduite. Car la vie est un apothèque comme toutes les données statistiques. On accusera le bon Dieu, dont nous n'avons vraiment aucune piste, pour analyser en profondeur tous les maux qui nous arrivent. La seule différence entre gagner et perdre, c'est très souvent abandonner. Soit tu fonces ou tu baisses la tête pour ne jamais t'en tirer. Mais ceci n'est pas juste un speech pour encore vous motiver. On est sur une terre où 7 milliards d'habitants veulent tous briller. Vivre n'est pas plus difficile, c'est nous qui devenons plus forts. Il est plus facile d'avancer quand on accepte nos torts. L'excès d'ambition mène à la dérive, et même si ça sonne hardcore, il n'est jamais toujours vrai que la réussite au bout de l'effort. Abandonnons-nous. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner très vite par commentaire. Les prochains panélistes intervenants, c'est des journalistes. C'est pas compliqué, on peut les inviter au palais et leur dire vous avez droit à une question. On va faire la même chose. Ok. Alors, je vais appeler mon ami Makebe, Baye Makebe Sarr, qui a une question ou plusieurs. Alors, vous pouvez venir me tutoyer, tu peux venir me rejoindre. D'abord, avant de poser ma question, je vous félicite pour l'initiative parce que j'ai été aussi marqué par la jeunesse, l'âge des auteurs et la profondeur des réflexions. Donc, mais la question que je me suis posée, c'est que il y a beaucoup plus un diagnostic de la situation au Sénégal que de propositions. Vous dénoncez, mais vous énoncez peu. J'ai vu quelques auteurs ont tenté l'exercice en essayant de donner des propositions. C'est le cas, je pense, de Dieynaba Sarr, quand elle parlait de la diplomatie. Et comme je suis dans l'élevage, j'ai été attiré par un passage à la page 50, quand elle nous demande de faire des comités mixtes entre les pays frontaliers. Et je pense que ça existe dans notre département. Pour l'élevage, elle fait des propositions qui existent déjà. Est-ce que ça me permet de poser une question? Est-ce qu'avant de faire des propositions pour les autres secteurs, vous avez fait un état des lieux pour savoir ce qui existe déjà? Donc j'ai une question, est-ce que je peux poser l'autre ou bien c'est... Une autre question, mais ça concerne le texte de M. Diallo, donc, qui nous parle d'alternatives citoyennes. J'ai beaucoup entendu les termes là. Monsieur l'honorable député nous a beaucoup entretenu sur le changement générationnel. Comment ça s'appelle encore? Changement générationnel, mais alternance générationnelle. Mais je ne suis pas toujours d'accord. Je ne pense pas que c'est une question d'âge, mais c'est une question du moins d'engagement, de conviction, entre autres. Parce que bon, il y a des jeunes, il est jeune et il est brillant. Je me délecte de ses écrits et je salue également son engagement. Mais je pense qu'également, il ne suffit pas d'avoir le vocable citoyen pour être meilleur que les autres. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encartés, mais on s'est rendu compte que quand on avait parlé de mouvement citoyen, on en a entendu ces dernières années. Pour éviter qu'on vous associe à la politique, on a beaucoup entendu de mouvements citoyens, de trucs citoyens, mais on s'est rendu compte à l'épreuve des faits que beaucoup de personnes qui se disaient des gens de la société civile ou des gens qui sont dans les mouvements citoyens n'ont pas hésité à se départir de leurs convictions. Donc je me pose la question par rapport à votre proposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Alors, question à Dieynaba. Ouais. Concernant le texte sur la diplomatie, dès longtemps, je pense que le temps est donné, parce que comme le dit Mme Gouné qui adore le texte, j'ai mélangé, j'adore cela, mélanger le français et le wolof. Et dès le début du texte, j'ai montré où j'allais. Parce que j'ai dit abondance de biens qui ne nuit pas. Donc, et comme on le dit en wolof aussi, ñamba siakul seur beaucoup de liebel. Donc, on le sait. Mais ce qui est important
dans ce texte-là, c'est que j'ai montré ce qui existait. J'ai fait un travail préalable de documentation. Je suis dans le domaine maritime, c'était, ne me démentira pas. Je sais qu'il a adoré ce passage-là. Et donc, j'ai étudié les divers secteurs d'activité. J'ai montré l'existant. Et concernant l'élevage, j'ai surtout montré que ces commissions, ces comités mixtes existaient, mais qu'il fallait les renforcer, les rendre dynamiques. Donc, pour chaque secteur, l'existant a été présenté. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était de renforcer. Parce que le sous-titre du texte le montre. J'ai dit « Vol SN Sénégal 2019 pour un Sénégal fort et dynamique à l'extérieur ». C'est ça la ligne de mire, c'est ça la trajectoire 2019. Ce qui est bon, on le renforce. Ce qui est mauvais, on le laisse de côté, on propose autre chose. Merci. Cette question s'adresse à Martha Diallo, qui n'a pas trouvé le gilet jaune, mais... Et bien jaune. Voilà. Alors, merci pour l'intérêt. Mais il n'a jamais été question pour moi dans cet ouvrage de parler d'alternance générationnelle, mais d'une alternative crédible et citoyenne. Je n'aime pas le mot alternance parce que, en tout cas, ce qu'on nous présente comme une alternance, en réalité, n'est que le renouvellement de ce que nous avons déjà vécu. Alors, ce n'est pas parce que X ou Y a déjà essayé ou n'a pas été constant dans sa démarche, ce n'est pas parce que monsieur a créé un mouvement citoyen qu'il n'a pas été constant dans sa démarche que les autres n'ont pas le droit d'essayer. Je pense que le Sénégal, c'est 15 millions de personnes environ, ou plus ou moins. Et sur ces 15 millions, ceux qui font la politique ne représentent même pas 1% de ces populations. Que font les autres? Les 14 et quelques millions, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui les empêcherait aujourd'hui de prétendre à la magistrature suprême, de prétendre diriger les institutions? Je ne suis pas pour ce qu'on essaie de catégoriser les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédisposition à être président ou président d'une institution quelconque. Il faudrait que les intellectuels qui sont brillants, qui ont eu à faire leurs preuves et qui ont eu à avoir une carrière sans anicroche ni grandes histoires d'ailleurs, que ces gens-là puissent prendre leurs responsabilités et qu'on essaye de proposer quelque chose. Parce que le Sénégal nous appartient tous. Ce n'est pas seulement à l'apanage des hommes politiques. Merci. Merci, M. Sarr. C'est M. Sarr, Makebe Sarr, pour la qualité de votre intervention. Mais il y a, au Sénégal, moi je suis persuadé que ce qu'on appelle solution depuis 60 ans, depuis 58, oui, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la clé pour moi. J'ai un jeune frère, cousin, qui me dit souvent la chose la plus facile, c'est qu'on te donne marché, qu'on te donne 4 000 francs, dans le marché d'outil. Dépenser, c'est facile. Construire des routes, des infrastructures, je ne sais pas si M. Bokoum s'en rappelle, se souvient de cela. On avait évoqué la question. Pour moi, ce n'est pas ça qui développe un pays. Ce qui développe un pays véritablement, pour moi, c'est cette capacité à impulser une dynamique. Que les gens aient cette assurance-là, que le président de la République travaille pour eux, que le député les représente. C'est ça c'est pas de construire une route. C'est pourquoi notre livre-là, c'est notre prétention. Ce n'est pas la solution. Nous n'avons pas des clés, la solution à tout. Mais nous estimons qu'à travers cet écrit, qu'on peut re-questionner notre trajectoire, repenser notre roman national. Qu'est-ce qui fait que depuis 60 ans, qu'on construise des routes, qu'on donne des milliards, mais qu'on n'arrive pas à s'en sortir? Pour moi, c'est la question fondamentale. Et faire un diagnostic, pour moi, c'est la solution. Quand on fait le diagnostic, vous allez dans un village, il y a des vieux qui peuvent vous dire que cette personne-là, elle est malade, elle a cette maladie-là. C'est déjà une... Mais comment trouver les moyens de construire un hôpital, ça c'est un autre problème. Nous n'avons pas cette prétention-là. Merci beaucoup.
Je suis très confus quand je parle, je mélange. Merci et bonsoir à tout le monde. Dommage pour cette ségrégation, pour ce cocktail ségrégationniste, parce que journaliste je suis, mais je m'attendais beaucoup plus à une contribution exclamative avec un sens interrogatif bien sûr. Mais permettez-moi de dire félicitations aux jeunes qui ont écrit cet ouvrage, mais je vais également faire de la ségrégation. J'ai dit mention spéciale à mes confrères journalistes. J'ai dit bonsoir à Ilman, bonsoir à Madame Wade, bonsoir aux autorités présentes, bonsoir à mon cher ami Tchernobokoum, et bonsoir à l'assistance. Donc pour rectifier, je suis Abdoulaye Mbo, rédacteur en chef du quotidien La Tribune et directeur de publication du site actuel du groupe des médias et chroniqueur à l'essentiel et à Nouméla. Donc c'est dire que ce cocktail, Senderas est un patchwork d'idées, un cocktail citoyen, mais un cocktail molotov, on l'avait dit Ilman, un cocktail molotov d'engagement, parce qu'il est important aujourd'hui que des jeunes s'engagent dans une dynamique constructive. C'est 58 d'indépendance, n'est-ce pas? 58 d'indépendance, nous avons réussi à bâtir un Sénégal, un Sénégal très beau, un Sénégal en or. Mais notre or, c'est quoi? Notre or, c'est la corruption. Notre or, c'est quoi? Notre véritable or, c'est quoi? C'est véritablement la vantardise, c'est l'égoïsme, c'est les commérages à toutes les échelles. Notre véritable or, c'est les détournements de deniers publics. Notre véritable or aujourd'hui, c'est les anti-modèles, les anti-valeurs que l'on promeut. Et pourtant, depuis 58 ans, nous essayons de bâtir un Sénégal émergent. Et je crois que nous pouvons réussir parce qu'il y a des actes posés. Tout n'est pas mauvais et le dire serait être nihiliste. Mais malheureusement, nous devons le dire et le crier. Aujourd'hui, c'est des jeunes formés pour être des insulteurs de la rue publique. C'est des jeunes formés pour être véritablement des agresseurs de la rue publique. C'est des jeunes formés pour véritablement mettre en avant les antivaleurs. Alors, moi, je me pose toujours cette même question. Pourquoi nous n'arrivons pas à déceler réellement où se trouve la maladie chez le mot sénégalensis? Et ce n'est pas le docteur de l'étranger, le docteur des véritables pays du G8 qui vont venir soigner cette maladie. Nous avons besoin aujourd'hui, et nous en avons partout dans la salle. Nous sommes tous des docteurs. Et nous pouvons déceler la maladie qui est en nous, cette maladie homo-sénégalensis qui nous empêche d'aller de l'avant. Cette maladie homo-sénégalensis qui voudrait qu'aujourd'hui, que l'on soit véritablement entouré par les mots de la boîte de Pandore. Madame de Staël disait, je parle sous le contrôle de mon ami Waliba, avec qui j'ai partagé une rédaction il y a pratiquement peut-être 8 ans ou 10 ans, et véritablement où il animait une rubrique qui s'appelait le procès des fauteurs et qui nous empêchait tous de dormir. Madame de Staël disait que ce que l'homme a acquis de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Or, certains hommes essaient de combler cet incomplet par les illusions de la vanité. Aujourd'hui, le mot vanité est partout, parce que l'argent est partout en nous. L'argent est à toutes les échelles. L'argent est là. L'argent est ici. L'argent est derrière nous. Et comme on le dit en Wolof, Khalis Kenduko, Ligue, Danyukoy, Lidjenti. Quel est le sens du partage aujourd'hui dans la société sénégalaise? Vous avez fait du breton et du argonne parce que c'est assez surréaliste que véritablement, dans une sorte de brainstorming, vous avez réussi à bâtir des idées avec une interconnexion très forte. C'est très important. Mais aujourd'hui, il nous faut aller dans le sens de nous dire ce que Antoine de Saint-Exupéry disait dans Terre des Hommes, que la grandeur d'un homme est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe, c'est celui des relations humaines. En travaillant, rien que pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison, nous nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui va être vivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mbo. Donc, alors, je vais revenir sur la question que le sociologue Dr Ndiaye avait posée sur la diplomatie sénégalaise
quel profil pour mettre en valeur l'attractivité du Sénégal sur le choix donc des diplômes. Quel profil et quelle orientation aussi pour mettre en valeur l'attractivité du Sénégal. Alors, allez-y, après on va accueillir... Par rapport au profil décliné dans le texte, parce que j'ai un peu fustigé, entre guillemets, le fait qu'aujourd'hui, en tant que représentant, en tant que vitrine du Sénégal sur la scène internationale, parce que moi, c'est un aspect, je suis passionnée quand je parle des relations internationales, parce que pour moi, l'image est très importante. Comme le dit Madame Diop, notre directeur général, c'est l'image qui, voilà, c'est tout, ça résume tout. Donc avoir une image forte, une belle image, respectable sur la scène internationale, ça passe tout d'abord par une enquête de moralité de nos représentants. Ne pas choisir n'importe qui, on m'excuse du terme. Mais quand même, voilà, on a eu des cas qui sont vraiment plus des potins, qui sont plus des faits divers, et qui nous, moi personnellement, j'ai même pas envie de lire certains articles qui concernent nos représentants parce que j'ai honte. Lors des missions, lorsque j'échange avec des compatriotes, je veux dire des compatriotes, je les appelle comme ça, d'autres Africains, j'ai honte parce que le Sénégalais se croit le plus beau, le plus intelligent. Mais sur la scène internationale, on nous dame le pion et malheureusement, on n'en est pas trop conscient. Pour ne pas dire qu'on n'en est pas conscient. Donc le profil, c'est être vraiment choisir des hommes respectables parce que c'est la vitrine du Sénégal. Chers ministres, chers députés, chère Assemblée, chers journalistes, c'est un honneur d'être aujourd'hui parmi vous ici. Je salue vraiment le courage et voilà, le travail qui a été abattu pour coucher ce document. Je vais aller prendre quelques passages. À la page 49, il faudrait pour affermir ses liens avec ses voisins veiller à la tenue régulière de sessions des commissions mixtes de coopération pour les accords qui les lient à ces États. Donc c'est quand on parlait de quelle posture du Sénégal en Afrique à partir de 2019. Intervention de Dieynaba Sarr. Cela est d'actualité parce qu'actuellement, souvent en Afrique, on rencontre beaucoup de problèmes. Et très souvent, les problèmes, je dirais que c'est la résultante en fait de la conférence de Berlin. On a souvent tendance à dire, bon, lui c'est, excusez-moi du terme, bon, en Afrique, à pointer du doigt l'autre en fait. Voilà, le Gambien, le Malien, voilà, le Ghanéen, ainsi de suite. Pour moi, en fait, il faudrait, parce que à l'entente du livre, on parle de conscience, d'une jeunesse consciente. Parce que quand on parle de conscience, en fait, cela nous interpelle vraiment à des degrés vraiment très profonds. Et pour parler de conscience, en fait, il faudrait que cette conscience africaine soit vraiment développée. On ne peut pas tout le temps être là à nous départir des autres. Une autre page aussi, intervention de Bachir Koli, le prophète des temps médiocres. Nos écoles ne marchent plus, les enseignants sont en grève, les élèves aussi, et l'État fait la sourde oreille. 3 points de suspension. Vraiment pertinent. Il faudrait en fait, pour moi c'est à la société plutôt, la société sénégalaise, à la société africaine, de dire ou bien de proposer le modèle de société qu'on voudrait avoir. Parce qu'on a souvent tendance à laisser les solutions aux politiciens. Et pour moi, les solutions ne peuvent pas venir des politiciens. Ça, c'est mon intime conviction. Et c'est là où j'en interpelle en fait. C'est G8 qui a fait un excellent travail et je vous souhaite bonne continuation. Et surtout dire et espérer que cela ne va pas être juste un moment. Pour reprendre un peu, quand on parle en fait de l'instant qui demeure, pour paraphraser Cheikh Hamidou Kane, il faudrait qu'on ait un mouvement vraiment national. Et qu'il ne faudrait pas, il y a des choses, c'est des fondamentaux qu'il ne faudrait pas laisser aux politiciens. Ce n'est pas à un politicien de venir dire que moi j'ai fait des réserves sur tel domaine, bon je prends ceci, je laisse cela. Pour moi cela doit être révolu en 2019.
C'est la société sénégalaise de venir dire que c'est le modèle de société qu'on veut. Que si vous voulez, vous venez, on va voter pour vous. Si vous ne voulez pas, vous passez à côté. Pour moi, c'est cela. Il y a des choses sur lesquelles il ne faudrait même pas marchander. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci Abdourahmane. Comme il y a des magistrats ici, dans notre père, je vais éviter de proférer des accusations graves. Donc, qui sont les auteurs? Je laisse les autres répondre à cette question. Sinon, par rapport à la solution, moi, comme tous les autres mots que j'ai eu à soulever, je pense que la solution ne peut pas être individuelle. Il faut une solution collective à tous ces mots. Et voilà, je pense que la solution, c'est également le mouvement que nous avons envie de lancer, auquel nous appelons tous les jeunes de nous rejoindre pour prendre en compte tous ces mots-là, toutes ces vilaies qui accablent notre société. Donc voilà la solution que nous proposons. Et il y a des gens qui disent à quoi bon donc de parler d'un nouveau mouvement, parce qu'on en a tellement vu, et voilà, tous se sont soldés par des échecs. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas le soupe kandia, simplement parce qu'ils ont eu une première mauvaise expérience. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte en définitive de ce qu'ils ratent, en fait. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on a goûté une fois, ce n'est pas bon, on ne va plus goûter quoi. Donc je vous invite, bien que grand Makédé, bien qu'on ait goûté une fois, deux fois peut-être même, ce n'est pas bon, essayons encore. Parce que quand même, il en faut des mouvements, il faut vraiment prendre en compte cet échec-là, cet échec que traverse notre pays depuis toujours. Donc voilà, c'est une autre manière pour nous que nous avons proposé pour prendre en compte donc, tous ces problèmes-là. Le problème des enfants à lever et tous les autres problèmes, je pense que le mouvement collectif, parce que seul, nous ne pouvons rien faire. Cet ouvrage-là que nous avons produit, je pense que si chacun s'était isolé dans son coin, nous n'aurions pas pu produire un ouvrage. Si nous avons pu le produire, c'est parce que nous avons essayé de joindre nos forces et c'est pourquoi nous avons pu le faire. De la même manière, pour tous ces autres mots aussi, nous invitons donc vraiment tout le monde à se joindre les mains pour les prendre en charge. Et voilà pour moi la solution idéale à tous ces mots. Merci. Amar, tu as parfaitement raison. Ce pour gagner, c'est vraiment un miracle de Dieu. En fait, la question c'est à qui profite le crime en Casamance, n'est-ce pas, Abdourahmane? Oui, Amar, ce que j'ai pu comprendre de ce là. Je comprends rien. C'est bon, c'est bon. Oui, en fait, il y a une partie de la question, donc, tu disais que... cette guerre, c'est ça, et les accords. Et comment faire décoller ces régions, puisque depuis 1999, les accords de cessez-le-feu ont été signés, mais... Ok. En fait, moi j'ai l'habitude de dire que la beauté des textes se mesure dans leurs applications. C'est bien beau de signer des accords, de voter des lois à l'Assemblée nationale, mais si on se limite juste à cette phase-là, ça n'a pas de sens. Je pense que plein de fois, comme la question l'évoque, des accords ont été signés entre les belligérants, ici sur le territoire national et ailleurs, mais il y a toujours cette tension qui est en train de se passer en Casamance. Maintenant, à qui profite le crime? Je pense que personne en réalité. Mais moi, je pointe du doigt et j'ai l'habitude de le faire et je le fais dans mon texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une autre classe de guerriers qui se développent en Casamance. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas du tout concernés par le conflit, qui ne sont pas des irrédentistes, qui ne sont pas des indépendantistes. Non, mais qui profitent de cette tension-là pour faire leur propre business. Et paraît-il qu'on loge les acteurs de ce drame ignoble à Bofa dans cette enseigne-là. Ces gens-là c'est des gens qui détournent les passants, les voyageurs. C'est pourquoi aujourd'hui avoir, comment dirais-je, la continuité territoriale du Sénégal vers la Casamance, c'est une très bonne chose, qu'on ait un pont. Et je le dis aussi dans le texte, renforcer la présence militaire, leur doter de moyens pour que ces gens-là
même s'ils nous protègent aussi, soient à l'aise, parce que parfois ils mettent leur vie en danger en nous protégeant. Donc je pense que c'est une stratégie multiforme qu'il faut mener en Casamance. Bon, une fois n'est pas coutume, je pense que le président de la République, j'ai pas l'habitude de... Le président de la République est allé en Casamance et a montré la voie. Il faut dire vraiment que la Casamance soit une question nationale, cruciale, que mon vouloir de vie commune, auquel le président Léopold Sédar Senghor nous a appelé, soit effectif, que ça ne soit pas juste un vœu pieux. Parce que dans cette région-là, nous avons non seulement énormément de ressources minières, nous avons du pétrole, nous avons du zircon, et bien entendu, nous avons des terres arables pour l'agriculture, nous avons énormément de solutions pour que cette région-là participe au décollage de ce pays. Nous y avons aussi une très belle culture. Donc, analyser les mots des velléités sécessionnistes des années 80, les choses ont changé. Oui. Avant, c'était des gens qui s'estimaient ne pas faire partie du Sénégal. Donc, comme tu dis, le vouloir vivre ensemble, le contrat social. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités et que le pôle de développement de la zone sud soit une réalité. Absolument. Voilà, et qu'on mette en valeur toute cette culture. C'est ça la beauté du Sénégal, en fait. Voilà, merci. En fait, j'ai une idée sur la question à qui profite cette guerre. Il y a une anecdote qui m'est revenue en fait. Il y a un charlatan qui promettait aux militaires qui partaient en guerre qu'il a en tout cas l'antidote pour ne pas mourir et si vous partez en guerre. Ce charlatan, si vous partez en guerre, il prie pour vous, vous revenez, vous dites qu'il est bien. Si vous mourrez, c'est fini, vous n'aurez plus à vous revoir. Donc il existe de ces gens-là, voilà, qui font ce genre de business. C'était juste une idée, mais ça existe en réalité. Des gens qui vivent à travers les guerres, à travers ces genres d'activités. Voilà. Vous décrivez de façon générale, c'est pas moi, hein? Ok. Vous décrivez de façon générale cette misère de la presse, un état de déliquescence qui traverse toute la société sénégalaise et qui touche la presse. Alors, d'autre part, cette révolte citoyenne ou bien révolte ou alternative citoyenne que prône Diallo, comment elle peut se manifester chez les journalistes? Parce que l'État, n'importe quel État, a-t-il intérêt à ce qu'il y ait une presse forte au Sénégal? On s'en doute, vu que, puisqu'on nous surnomme pompeusement le quatrième pouvoir, on sait en tout cas de ce qu'il est advenu du deuxième ou du troisième pouvoir. Donc le quatrième pouvoir, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'État le renforce? Ok. Oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Et voilà. Dans mon texte, j'ai dit qu'il y a une convention qui est signée en 2017 et qu'aujourd'hui, cette convention prétend pouvoir régler les questions de misère des journalistes. Et là, j'ai dit que, en fait, la dite convention ne peut être appliquée avec une volonté réelle de l'État. J'ai voulu juste ce passage avant de renforcer. Une forte présence des inspecteurs du travail dans les médias. Seul l'État a la possibilité de faire évoluer cette situation. Mais est-ce qu'il a intérêt à ce que les médias soient autonomes? Est-ce qu'il a intérêt à ce que les journalistes restent neutres? Cela aurait des conséquences importantes sur la gestion des deniers publics et le combat de la transparence. Ne mobilise pas toutes les énergies. Il n'excite pas tout le monde. Voici la réponse que j'ai donnée juste à votre question. Mais juste pour dire qu'en fait, la question de la précarité du journaliste, pour moi, c'est aux journalistes eux-mêmes d'y mettre fin. Ils passent tout leur temps, chaque jour, de reporter des injustices aujourd'hui qui se passe dans nos sociétés. Mais s'il s'agit d'eux, ils se taisent toujours. Personnellement, lorsque j'ai fait presque 2 ans dans la presse sénégalaise, en étant reporter et en animant des émissions, j'ai fait un pas et j'ai dit j'arrête sur le champ. J'ai quitté le Sénégal. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mais est-ce que cette position un peu cloisonnée peut régler le problème? Je pense que non.
C'est l'association des jeunes reporters et les syndicats qui doivent se regrouper et se battre. Pour moi, le code de la presse, d'après tout ce qu'on dit dedans, en fait, même quand il s'est agi de débattre sur le code de la presse, mais c'était les patrons de presse qui étaient dans les plateaux de télévision pour défendre leur intérêt à eux. Et lorsqu'il s'est agi de faire une marche, ce sont les patrons de presse qui ont demandé à ce que cette marche existe. Thierno Bokoum y était, honorable député, merci beaucoup d'être venu. Juste pour dire que, en réalité, le vrai problème que rencontrent aujourd'hui les journalistes, cette précarité, la responsabilité est presque à 75% imputable à ces jeunes journalistes-là. Avant de penser, primum bibere da indefie sofare. Avant d'exister, avant de vivre, avant de penser, il faut vivre d'abord. Et notre professeur au CESTI, Thierno Diop, nous disait que, nous disait que Sabaray, il disait quoi? En tout cas, c'est un terme que nous avons l'habitude de partager parce que je rappelle que Samba Faye et beaucoup d'autres camarades de promo ici présents, nous partagions cela avec Morana. Il avait l'habitude de dire qu'en tout cas, avant de réfléchir sur quoi que ce soit, il faut d'abord avoir le ventre plein. Maintenant, si les journalistes veulent accepter ces situations, tant pis pour eux, moi, journaliste, je ne l'accepte pas, personnellement. J'ai été un peu dubitative pour venir ce soir et je suis très contente. Et la question que je pose, c'est attendre le prochain ouvrage. Je l'ai feuilleté là rapidement. Et ce que je salue, c'est la diversité. C'est des manifestes et en même temps, c'est symbolique. Parce qu'on choisit l'analogie. Et nous savons bien, nous qui avons été élevés par des contes, combien l'analogie est importante pour toucher le cœur, donc l'émotion. Ce que je voudrais dire aussi, ok, penser, il faut d'abord vivre pour penser. Moi, je crois qu'il faut faire les deux. Il faut penser et aussi vivre. Et parfois, malheureusement, même sans bien vivre, il faut quand même penser. Et je me réjouis aussi qu'il y ait deux femmes, comme l'a dit Mme White, dans ce groupe. Et je voudrais bien que ces femmes, quand elles seront un peu plus âgées, aujourd'hui moi j'ai 66 ans, qu'on se retrouve, parce que moi, très souvent, dans les conférences et les débats, je retrouve Mme White, je ne sais pas si vous me démentirez, très peu de femmes. Et je pense que les femmes sont la moitié de la population, sinon du ciel, et que les transformations et les ruptures au Sénégal se feront aussi grâce aux femmes. J'ai lu rapidement vos deux, et les autres aussi, et ce que je trouve que cet ouvrage est bien écrit, bien fait. À quand le second ouvrage? Parce qu'il y a du génie et de l'énergie, et qu'aujourd'hui, on ne pourra pas avancer mon Sénégal s'il n'y a pas un leadership collectif, comme nos anciens savaient le faire quand ils devaient assumer les épreuves quotidiennes de la culture ou les grandes épreuves face à l'adversité. En tout cas, je vous remercie, je suis très émue, et vive le Sénégal grâce à sa génération. Merci Président, je m'appelle Babacar Gueye, je suis conseiller technique au ministère de la Pêche et de l'économie maritime, donc chez Tienaba. Et c'est un plaisir pour moi quand même de la voir à ce niveau. Félicitations. Peut-être moi je vais risquer une solution à la citoyenneté, faire une petite opération de mathématiques. Peut-être que ce sera la solution, c'est la réduction au même dénominateur, comme on dit. Pour avoir une bonne citoyenneté, moi je crois qu'il faut avoir un bon référentiel de codes et de valeurs. Ce que je constate ici au Sénégal, les référentiels sont diversifiés. Il y a beaucoup de référentiels. C'est des collisions, c'est des intérêts. Est-ce que vous ne pensez pas que la résolution de ce problème de citoyenneté ne passe pas par cette codification unique au niveau du Sénégal pour régler tous ces problèmes? Merci. Je dis ceci. Le Sénégalais a le génie de légitimer toutes les laideurs en faisant recours malicieusement aux substrats culturels et aux interprétations abusives du texte religieux. C'est pire que ce que tu décris. On travestit la vérité. Voilà le point où on en est. Donc pour aller vers cette citoyenneté, je pense qu'il faut repenser l'éducation des gens. Merci beaucoup. Deuxième, madame, vous avez fait la promesse, oui. Je me présente d'abord. Moi, je suis de Congo-Kinshasa, RDC. Je suis congolaise. Ça fait 13 ans que je vis au Sénégal. J'aime tellement le Sénégal.
témoignage, moi j'étais malade pendant 10 ans de lumbago. C'est au Sénégal, il y a un prêtre catholique et un pasteur qui m'a dit que tu auras la guérison dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais je suis arrivé ici, non, c'est grâce à Dieu. Mais ce que je suis en train de vivre, vous avez l'amour, vous avez tout. Malgré l'islam, vous avez l'amour. Dans l'Afrique centrale, moi je suis de l'Afrique centrale. Mais ce que moi j'ai vécu dans l'Afrique centrale, ce n'est pas ça. Vous avez l'amour, le Seigneur aime bien ce pays. Vous allez voir, vous allez aller de l'avant. L'Afrique centrale, les gens ont des mains fermées. Mais ici, les entrepreneurs mangent avec leurs travailleurs. Ce qui n'est pas dans l'Afrique centrale. Je le dis sincèrement, hein, je suis déçu. Hein. L'Afrique centrale, on a des dirigeants, des assassins. Des assassins, des voleurs, de pilleurs. Je vous dis sincèrement, vous voyez, moi j'ai quitté mon pays. Moi j'ai terminé avec le Premier ministre Matata. Vous voyez un peu, j'étais entrepreneur. On m'a pillé, j'avais fait une société de céramique, juste après le pillage. Mais je vous assure, j'ai été pillé de fou en comble. Nos autorités ne laissent pas la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Je vous donne l'exemple. En 2015, où j'étais au pays, les Yanamars sont venus. Hein. Il y a Thatch, les faux malades et autres. Ils sont venus sensibiliser le jeune de Lucha, de Filimbi, chez nous. Moi j'étais là, je les ai suivis. Juste pour que les jeunes s'approprient de la marche de leur pays. Mais je vous assure, notre ministre de la Communication est passé à la télé pour dire que non, ce sont des rebelles, ils sont venus avec les munitions pour déstabiliser le pays. Vous voyez un peu? On a incarcéré ces garçons en prison. Le même jour, on a suivi à la télé. Moi, j'étais tellement fâché, j'ai parlé. Et après, M. Macky Sall a parlé. C'était du temps de François Hollande. Mais heureusement, les Yanamars sont partis. Mais les jeunes de Filimbi, Lucha et autres, ils ont fait 1 année en prison. Chez nous, les jeunes sont tués. Dernièrement, on a tué Luc Kulula. Hein? On a tué Rossi Mukendi. Des jeunes qui avaient de l'avenir. Un garçon qui était assistant à l'université. C'est parce qu'il a osé parler. Moi, vraiment, je félicite le Sénégal, il y a quand même la démocratie. Hein? Vos présidents, ils ont l'amour de la patrie, l'amour du pays et l'amour du Sénégal, des Sénégalais. Là, mais c'est vrai, je vous dis, hein, je suis écœuré. Vous ne pouvez pas voir dans un pays de l'Afrique centrale. Je vous donne le cas du Gabon. Vous avez vu, il y a beaucoup de Gabonais ici. Hein? Vous n'êtes pas riche, mais vous avez la tête. Vous avez créé beaucoup d'universités. Vous avez développé le tourisme. Non, mais ça, je vous jette des fleurs. Chez nous, on a le tourisme, mais c'est la guerre, la déstabilisation totale. Je vous donne l'exemple. L'Afrique centrale, on nous impose les présidents. Vous allez voir les élections qui sont là. Hein. On a fait des élections, mais non, c'est le dépouillement. Hein. Ils vont proclamer demain. Kabila est venu au pouvoir, ce sont les Blancs qui l'ont mis. Il n'a pas étudié. Ça, c'est un affront pour le Congolais. Il a pillé le pays. Je vous le dis sincèrement, moi je suis déçu. Hein. Le pays est par terre. Nous, on veut le changement. Ici, vous parlez, et c'est bien, ça encourage. Ça encourage les gens. Moi, j'aime bien le Sénégal. Merci. Ici, en fait, je n'ai pas lu le livre, mais par rapport à ce que vous venez de dire, j'avais une idée. Vous savez, je dis souvent que la jeunesse est malade. Pourquoi je dis que cette jeunesse est malade? Regardez, il n'y a que des imbéciles. Mais cette jeunesse est peurée. On a peur. Il faut, j'ai besoin des gens qui vont nous donner vraiment du courage d'aller de l'avant, surtout du côté de la liberté d'expression. Parce que j'ai une question par rapport à ça. Comment vous allez faire pour convaincre cette jeunesse désespérée, mais aussi cette jeunesse paresseuse? C'est pas pour te le dire, parce que cette jeunesse est paresseuse. On est en train de dormir.
les esprits d'or jusqu'à présent au Sénégal. On est là, on a que des baratineurs, des beaux parleurs, mais quand est-ce qu'on va agir? Il faut agir, il est temps que cette jeunesse agisse. Parce que j'ai assisté à pas mal de mouvements de jeunesse qui n'hésitent pas. On parle de démocratie, on parle de jeunesse. Tout le temps on dit la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Je vais avancer. En fait, il y a un mythe. Il y a un mythe. Cette chose dont on entend parler, mais qu'on ne voit jamais. Donc, qui va bénéficier de votre Sénégal différent? Est-ce que c'est l'étudiant à l'université Cheikh Diop ou bien c'est l'étudiant dans l'école privée? Moi, je suis journaliste, je suis apprenti journaliste. Donc, je demande de mettre l'accent sur ça. Mais aussi, est-ce que vous allez toujours passer par l'écriture pour arriver à avoir un Sénégal différent? Un étudiant qui n'a pas de 150 francs pour manger à l'université, comment peut-il assister au livre de 5 000 francs? Comment faire? Donc je ne vais pas être long, je vais vous laisser répondre à cette question. Il y a déjà le président du mouvement Agir devant vous, Thierno Bocoum. Ça c'est une boutade. Mais je vais répondre. Et la réponse là, elle est surtout subjective. Ça n'engage pas forcément le G8. Moi j'ai véritablement un problème. Et je le dis en fait, sincèrement. Quand la revendication se limite simplement à une revendication alimentaire. Quand les étudiants, nous les avons tous soutenus, on a été sensibles à ce qui s'est passé. Quand des étudiants sont morts à Saint-Louis, ou quand des étudiants ont été bastonnés à l'UQAP, nous avons été sensibles, nous les avons soutenus. Mais ces gens-là ont eu la chance de rencontrer la première personnalité de ce pays. Ils ont été très heureux et très contents parce qu'on a diminué le prix des repas. Moi, ça m'a choqué personnellement. C'est une chance inouïe de parler du président des questions cruciales, de présenter des projets à long terme au président de la République, de réfléchir avec le président sur des solutions, mais simplement pas de se limiter à être content parce que le président a diminué le prix du repas du petit déjeuner. Sincèrement, moi j'ai été choqué. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de soutenir ce mouvement-là. Pour moi, et il y a une chose que je disais tout à l'heure, on va vivre avant de penser, mais il faut qu'on pense, c'est fondamental. La tyrannie de l'action, il faut qu'on l'abandonne. D'accord, il y a une jeunesse paresseuse comme vous dites, mais cette jeunesse-là, aujourd'hui, une autre est là pour dire qu'elle n'est pas fondamentalement paresseuse. Il y a une autre jeunesse aujourd'hui qui n'est pas uniquement une jeunesse qui sert de chair à canon quand les politiciens les utilisent, et une jeunesse qui propose, il y a une jeunesse qui conteste, d'accord, mais une jeunesse qui donne des solutions. Il faut qu'on continue à faire le travail. C'est sur un temps long, ce n'est pas simplement là et maintenant ou les prochaines élections qu'on va tout régler. C'est sur un temps long, c'est de la constance, c'est de la patience et c'est surtout du sérieux, de la détermination pour changer véritablement la face de ce pays. di am mbégte ak contentement damay ubbee ci wolof parce que quand j'étais collégien dama amoon sa benn mag bu ma fekk sànni mais boobu étudiante la je passais tout mon temps à voler ses livres. Aujourd'hui j'avoue que j'avais volé beaucoup de ses livres. Elle s'appelle Adi Code Fall, aujourd'hui elle est éditrice actuellement, donc elle m'avait aussi transmis le goût de la lecture. Ensuite il y a mon aîné Thierno Bocoum qui est plus jeune maintenant parce qu'il fait plus de 35 ans. Donc actuellement c'est nous les jeunes politiques. Et je suis venu aussi parce qu'il y a mon ami en grand moupe jaune, parce que c'est un éternel indigné et nous partageons le plateau de Doumbéla en tant que chroniqueur. Mais avant d'être chroniqueur, je suis un jeune politique qui est devenu conseiller municipal dans sa commune, conseil départemental, à la ville de Pikine. Pour moi, c'est pas aux jeunes de quémander à ce que les hommes politiques nous prennent en compte ou prennent en charge nos préoccupations. C'est à nous de nous battre pour prendre en compte nos propres préoccupations. Et la meilleure façon de nous imposer, on invite les jeunes
sur la table en tant que problème. Mais il faut que les jeunes soient autour de la table en tant que solution. C'est des solutions. Et je considère que la meilleure façon de s'armer, c'est de nous armer de connaissances, c'est de nous armer de courage pour ne pas avoir de complexe. Je crois que je ne dirais pas que nos aînés ont failli, mais c'est à nous avons une mission générationnelle de construire le Sénégal. Et le Sénégal de demain se construit aujourd'hui. Maintenant, c'est malheureux quand l'artiste Wally Seck appelle au grand théâtre avec des 10 000 francs, ce sera archi plein. Mais sur des questions citoyennes, sur des questions de gouvernance par rapport à nos mines, par rapport à nos pétroles, les jeunes ne s'intéressent pas sur ces gens, les jeunes ne s'intéressent aucunement à la chose politique. Je veux vous dire, si vous ne faites pas de la politique, vous allez la subir. La vie, c'est comme un cinéma, il faut être spectateur ou acteur. Et moi, j'ai décidé d'être un acteur de mon propre changement. C'est pourquoi, au-delà de la réflexion, c'est pourquoi, quand nous avons reçu sur le plateau de Noumélan, c'est important que les jeunes à écrire pour montrer qu'ils ont de connaissances. Mais au-delà de l'écriture, aller vers d'autres jeunes pour les conscientiser, pour les sensibiliser, pour porter le message de ces jeunes. Contrairement à mon oncle Abdoulaye Mbow, je considère que l'or du Sénégal, c'est sa jeunesse. Et il faudra investir dans cette jeunesse. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie avant tout de me céder la parole. C'est pour moi un plaisir de compter parmi vous ce soir. Et vraiment, je dois dire que je n'ai pas les mots. Je suis vraiment très émue quant à ce nouvel ouvrage. Voilà. Dont figure pour commencer ma promotionnaire Diana Rossa. Voilà. Qui s'évertue tout le temps à nous surprendre du plus haut point. Bon, pour en venir à ma question, j'aimerais bien être brève, voilà. Bon, là j'ai pu faire le constat comme quoi vous avez écrit sur un Sénégal différent, du moins. Vous aspirez à ce que le Sénégal soit différent. Bon, pour ma part, je ne peux pas contextuellement, bien sûr, poser une question par rapport à l'ouvrage parce que je viens à peine de l'acheter, mais j'ai tout de même pu cerner quelque peu au fait ce qui a été établi, les idées larges auxquelles vous avez eu tendance à développer. Sûrement ce sera du gâteau dans l'ouvrage, pardon, pas le roman, excusez-moi. Voilà, donc ma question est de savoir, bon, certes vous avez écrit, certes vous avez pris des initiatives afin d'élaborer des idées assez préétablies, assez larges, assez vastes, mais pensez-vous vraiment que voilà, ce sera concrétisé au fait? Comment, du moins, ma question, comment pensez-vous que cela puisse être concrétisé au sein de la nation? Parce que certes, ce sont des écrits, mais on sait tous que tout le monde ne lit pas, ça on le sait. Bon, peut-être entre nous, oui, nous sommes dans le cadre de la littérature, il y a certains qui s'y intéressent, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc comment vous qui avez tendance à vous battre, vous qui avez tendance à vous débattre, sur la question, sur la chose, quant à savoir le cocktail citoyen, etc., un Sénégal différent, comment est-ce que vous pensez vraiment que ce Sénégal différent puisse devenir un rêve qui se réalise concrètement? Merci. Ce qui est interdit, c'est de baisser les bras. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, certainement, Diana Bassar tout à l'heure, en faisant le discours de lancement du mouvement, reviendra sur beaucoup de choses. Mais nous avons aujourd'hui des idées claires sur ce que nous voulons, pour que cette situation que nous voulons, le Sénégal différent que nous voulons, qu'on puisse savoir. Nous n'avons pas l'intention de dire que nous allons individuellement, ou en tout cas le groupe uniquement va le faire, mais avec la contribution des autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont en train de faire du travail. Je pense à Nafissa Touad qui est en train de faire son travail, Abdourahmane Benga en éduquant des jeunes au niveau des écoles, Thierno Bokoum, honorable député avec Agir, et beaucoup d'autres qui sont là. Notre doyen, je crois que ça va être le patriarche du groupe, le président, le magistrat Adissa, Mamadou Adissa, qu'on a rencontré et qui nous a tellement donné d'orientation par rapport à là où nous sommes et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et le professeur Dohari certainement aussi, qui sera avec nous pour nous encadrer. Je crois que le potentiel, il est là, l'objectif, il est faisable, il est smart pour rejoindre Tierno. Et il suffit juste d'avoir beaucoup de volonté, mais également beaucoup de patience. Je vais donner à Sadek Top qui va certainement dire un mot par rapport à ça. J'y greffe juste quelque chose, parce que souvent,
nous avons l'habitude de critiquer les autorités politiques, mais en réalité, est-ce que souvent, il faut dire les choses de façon claire, est-ce qu'en réalité, ce ne sont pas, entre guillemets, les Sénégalais qui sont plus, en tout cas, moins qualitatifs, entre guillemets, que les politiques? C'est-à-dire que quand on parle de moralité et tout, Thierno Bocoum avait écrit bon, je parle aujourd'hui, mais Thierno sait qu'on ne s'est pas vu depuis des années. Il avait écrit un texte que j'avais lu lorsque j'étais au Maroc sur le comportement des politiques, comment les Sénégalais souvent critiquent les politiciens, disant si les politiciens ont fait ceci, ont fait cela, ont fait ceci, ont fait cela. C'est la société sénégalaise elle-même qui est malade. C'est à nous d'essayer de voir notre comportement, notre façon de faire. Pour nous jeunes, il nous faudrait d'abord être engagés et, comme disait Bachir, être des citoyens en paix. Une dernière intervention, nous avons l'honneur d'accueillir M. Cham, ancien DG du Soleil. Donc nous vous donnons la parole pour une question. Donc cette belle équipe, cette belle brochette de têtes pensantes qui nous interpelle sur des questions de l'heure. Parce que très souvent quand on regarde l'actualité, ce qui se passe au Sénégal, des fois on a des frayeurs, des frissons par rapport à ce qu'on appelle la jeunesse LND, de musique et danse. Quand on voit même aujourd'hui le produit de vos réflexions couchées sur papier, de belles contributions qui nous invitent à la réflexion, nous ne pouvons que vous féliciter et vous encourager. Ce que j'ai aimé, c'est que souvent l'acte d'écrire est un engagement volontaire. Mais ici, vous avez pris un élan collectif. Et ma conviction est que les élans collectifs sont génératrices de dynamique victorieuse. Et ça, c'est très important. Et cela me fait dire que peut-être dans 2-3 ans, en tout cas je m'attendrai, peut-être d'aucuns ont déjà publié ici, autour de la table, je m'attendrai à ce que vos productions iraient crescendo. Maintenant, dans la salle, je pense que la première dame qui est intervenue, c'est pas Anne-Jean Barthes? Elle est partie? C'est bien Anne-Jean Barthes. Anne-Jean Barthes, peut-être beaucoup ne la connaissent pas. Elle est une dame du Soleil. Elle a fait ses premières armes de journalisme au Soleil en 1984-85. Avec l'équipe de Jim Diédiou, c'est eux, cette équipe qui a lancé les fameux cahiers Vacances du Soleil que Alioune Ferrambay connaît très bien. Je voulais lui rendre hommage. Elle a beaucoup fait pour la presse sénégalaise. Malheureusement, elle est partie. Sinon, c'est pour dire que nous sommes aujourd'hui dans un contexte extrêmement particulier au Sénégal. Vous avez parlé de faire un Sénégal différent. Effectivement, nous sommes à la croisée des chemins. Et comme je t'attise beaucoup de frayeur et de peur par rapport à cette jeunesse déboussolée qui se cherche, quand on voit un groupe de jeunes dans cet élan collectif poser des problématiques qui interpellent notre société, qui nous interpellent nous individuellement, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et ce qui me fait dire que présentement, dans le contexte sénégalais, il faudrait que notre pays, par rapport à cet ouvrage que vous avez posé, vous avez parlé de faire un Sénégal différent, mais il faudrait que le Sénégal différent soit un Sénégal référent, un référentiel. Et le Sénégal l'a été dans le passé. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans un contexte extrêmement particulier. C'est la problématique que vous avez posée, pour moi, nous interpelle pour un Sénégal qui revienne à sa position initiale de pays de référence. Voilà, c'était ce que cet ouvrage en tout cas, je l'ai rapidement parcouru, quelques papiers que vous avez écrits. Donc, ce Sénégal de référence, en tout cas pour moi, c'est une invite à un Sénégal de référence avec des hommes de référence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne pensais pas devoir dire un mot de plus après ce grand honneur que j'ai eu pour présenter ce groupe exceptionnel que tout le monde
aimerait certainement côtoyer davantage et échanger avec ces jeunes-là pour que les voix qu'ils ont élevées soient entendues et fassent écho. Et moi, je peux juste faire un constat et peut-être décliner quelques attentes. Le constat est qu'il y a clairement une démonstration de prise de conscience d'une opacité relative qui nous caractérise et nous interpelle. Mais également, en même temps, on se rend compte que quelle que soit l'ampleur de nos défis, au niveau et au sein de notre propre pays, ils sont encore énormes, plus énormes à l'échelle africaine. Et que notre destin, il est un destin commun. Nous tous, tu as raison de les appeler compatriotes, Dieynaba, nous tous africains. Et à ce niveau, tout ce dont on a besoin, après bien sûr la quête du savoir, qui est la seule arme qui vaille véritablement si on veut apporter des changements transformatifs de notre société, c'est donc aussi la solidarité. Et que c'est le symbole aussi qu'offre cette initiative collective. C'est justement ces réponses à l'appel du leadership collectif qui nous fait défaut, nous autres. Quoi qu'on puisse être communitaristes dans notre façon de vivre, on a ce problème sérieux de nous retrouver autour de l'essentiel dans cette solidarité collective que nous devons bâtir. Donc cela nous interpelle. Mais le constat, c'est que nous nous sommes parlé aujourd'hui, et de très belle manière. Parce que franchement, quand on va à la salle, comment les gens veulent parler, veulent partager ce qu'ils ont dans le cœur à partir du prétexte de ce tout petit livre. Cela veut dire que ce réveil est là et qu'il y a une ambition puissante qui sommeille à chacun de nous dans ce pays pour transformer nos vécus, pour sortir d'une situation qui est anormale, qui ne doit pas exister dans un peuple pétri de sang d'esprit éclairé. Et donc, pour dire que nous nous sommes parlé, mais il faut que nous nous entendions. J'espère que si nous nous entendons, nous allons nous comprendre. Et que si nous nous comprenons, nous allons être conséquents avec nous-mêmes sur ce que nous nous sommes dit aujourd'hui. Parce que nous décrions des situations, nous appelons à un besoin puissant de changement. Mais est-ce que nous nous disons, chacun d'entre nous, que ce changement, c'est d'abord nous, qui doit d'abord commencer en nous-mêmes. Si chacun fait sa part, et effectivement, on se retrouvera dans la convergence de tout ce qui monte positivement dans un environnement qui sera idéal pour nous tous. Donc c'est ainsi que nous sommes interpellés. Et c'est cela, je pense, également l'essentiel du message que ces 8 jeunes ont voulu donner, offrir et partager avec les autres jeunes comme eux, mais vraiment avec tous les compatriotes, que ce soit sénégalais, africains. Donc, ce que nous reste à faire, parce qu'un livre aussi, il est fait, il est écrit pour être lu, c'est tout simplement de bien le lire. De lire beaucoup d'autres livres qui sont produits ici. Et nous nous en réjouissons que maintenant, les gens se mettent à oser écrire et partager leurs idées, à aider à ce qu'un débat véritable soit là. Parce que vraiment, c'est le débat des idées qui nous fait avancer, mais pas donc le débat des gros bras. Et malheureusement, sur ces questions-là, on a eu beaucoup de régression dans ce pays. Il suffit de voir l'actualité de notre politique, où pour compétir, pour élire les meilleurs d'entre nous, ou pour prétendre élire les meilleurs d'entre nous, on doit aller se bousculer. C'est quand même regrettable. Et malheureusement, ça fait partie d'une des faces hideuses de notre pays. C'est un pays de boukhante. On ne fait que du boukhante. Et le pays, on le transforme comme une arène. Même quand on parle des acteurs politiques, mais on dit, c'est comme si on choisit des mœurs
qu'on amène à l'arène pour qu'ils se confrontent. Donc avec toute la violence que cela concorde. Donc il faut quand même qu'on repense les choses. Il faut que nous revoyions notre rapport à la chose publique, à la chose partagée, au bien collectif tout simplement. Nous devons tous être ensemble pour le faire. Et donc, il faut le lire, il faut le faire lire. Il l'a dit, c'est vrai, certains n'ont pas les moyens d'acheter un livre qui coûte 5 000, mais d'autres peuvent leur permettre d'y accéder. Mais certainement, d'autres moyens de diffuser ce livre vont être imaginés par ces auteurs-là, parce qu'il y a d'autres moyens également de partager les idées. Des conférences comme ça, il faut en faire partout dans le pays, parce que les jeunes en ont besoin. Mais ce n'est pas seulement les jeunes. Ce livre-là, il faut le faire lire aussi à ceux qui ont les moyens d'acheter de lire et qui n'en achètent pas, ou bien qui ne se donnent pas le temps de le lire. Donc les plus âgés aussi, il faut les faire lire. Mais surtout, il faut que les décideurs, il faut que ceux qui nous représentent, pour prendre des décisions à nos noms, lisent ces livres pour dire, entendre ce que disent leur jeunesse. Et je pense qu'on a besoin de cadres comme celui-là qu'on a aujourd'hui. On a besoin de cadres comme ça un peu partout, à un niveau, sur des langues qui sont nos propres langues nationales, que ce dialogue existe. Parce que c'est seulement avec ce dialogue productif, avec le dialogue de la production intellectuelle, avec le dialogue des esprits, avec le dialogue des cœurs qui en veulent, parce qu'ils aiment tout simplement leur pays, que nous arriverons à transformer notre pays. Et je pense que c'est le souhait que nous partageons le plus tous ensemble. Je vous remercie encore une fois.